Si vous voulez que les investisseurs viennent au Sénégal, tant que vous continuerez à montrer les poubelles, montrer les trucs, montrer les gens qui sont tout ça, fait tout ça, le désordre, etc., un gars qui est dans les Émirats arabes ou qui est en Turquie, qui est là-bas au Japon, pour venir, ce sera difficile. Par contre, si vous avez une véritable politique agressive, où vos contenus sont disponibles avec les technologies partout, un pays attrayant, attractif, qui montre les possibilités, les potentialités, les ressources que nous avons, en termes de contenu, vous attirez du monde et c'est ça qui permet d'aller vers ce que j'appelle cette émergence réelle. Et ces contenus, effectivement, il faut les produire, il faut les diffuser, il faut les archiver. Le problème, et c'est un problème de fond, et même dans la commission 2, je vois, qui est très syndicale, tout ça, il faut avoir une approche holistique qui dépasse l'immédiateté. Parce que quand vous le faites, vous êtes dans une logique de fonctionnalisation des personnels des médias. Quand j'étais à TV5, il y a près de 30 ans, quand je démarrais avec 4 personnes, j'utilisais une trentaine de personnes, dont Jean-Pierre Briez, qui jusqu'à présent réalise le journal de TF1, ce n'étaient pas des personnes, c'était des intermittents dits du spectacle, qui est un vocable qui permet en France. Ce n'est pas des gens qui sont vos employés, qui sont aujourd'hui sur TF1, qui peuvent être sur telle autre chaîne, qui peuvent produire, etc., qui sont des indépendants. Donc, il ne s'agit pas de mettre un corset en disant, il faut quand quelqu'un faut fermer, etc. Parce que, de la même manière que vous le dites, même si c'est quelquefois dans la loi, on ne peut pas faire une loi spécifique qui ne concerne que les médias en termes d'emploi et de code du travail. Il est possible d'avoir tous les ressorts pour le faire. Et dans ce truc, on appelle ça des CDD, comment ils appellent, il y a un terme de CDDU. Jusqu'à présent, en France, ça fonctionne comme ça. L'autre chose également en termes de contenu, c'est que nous voulons fabriquer tout à l'interne. Quand j'étais à la RTS, l'objectif de premier, c'était 25% de la production de la première année, c'était de l'externaliser, en faisant des appels à projets. En me disant, la deuxième année, j'arrive à 50%, au bout de 3 ans, je suis à 75%, et c'est tout ce qui dépend un peu de la rédaction en termes de contenu informatique que je garde à l'interne, le reste, je le mets dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous tous, chacune d'entre vous, vous pouvez être vos propres producteurs, vos propres patrons de presse, en ayant votre caméra, en faisant des productions que vous mettez aussi bien pour les chaînes ici de radio, de télé, les sites, etc., qu'à l'international. Chaque année, et plus récemment, il y a 4 jusqu'à 5 ans, il y a le Discope, je ne sais pas si vous le connaissez. La première édition du Discope a été organisée ici à l'époque où j'étais à la RTS. Ils le font maintenant à Abidjan, ils le font au Rwanda, ils le font un peu partout en Asie, en Afrique du Sud surtout. Le Discope, dans la dernière édition qui date de 7 ans, il y a eu 500 millions de dollars, voilà, de programmes, en 3 jours, vendus. Il y avait les Nigérians, les Ghanéens, les Sud-Africains, les Sénégalais, à part ma soeur Marem Seli qui venait de temps en temps, personne. Et tous les grands groupes internationaux. Donc c'est ça les véritables enjeux. Si on est dans cet enjeu-là, on n'est pas dans une logique de se fonctionnariser, ni dans le public, ni dans le privé. C'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois, c'est un secteur industriel dynamique, ce sont les industries créatives. Il faut s'inscrire dans la logique de la performance, de la créativité. Aller à l'assaut parce qu'il y a de l'argent à faire, au-delà d'aller dans les trucs de Google, etc., ou de YouTube qui vous donnent des trucs un peu, ou qui achètent vos programmes aussi, comme on le dit, certaines chaînes qui sont ici, là, qui l'achètent à nos producteurs à des coûts, mais vraiment au rabais. Aller vers ce que font les Nigérians. Il y a une dame qui avait produit, qui avait battu les records au niveau des ventes pour ces programmes. Récemment, elle a fait un nouveau film. En une semaine, $1 million de rentrée sur le seul territoire nigérian. Voilà les véritables enjeux, au lieu de s'incorporer dans un syndicalisme comme ça, tout ça. Non, c'est très bien d'être dans le syndicalisme, mais il faut se projeter dans l'avenir. Et l'avenir, ce sera comme ça que ça se passera. Il y aura de plus en plus de vidéastes, de professions indépendantes. Prenez acte de ce que je vous dis, c'est comme ça que ça se passera, avec l'intelligence artificielle et d'autres défis. Également, sur ces questions-là. Ça veut dire quoi? Si vous voulez faire les contenus et tout, mais vous avez besoin de ce que moi j'appelle la ressource qui est le facteur clé de succès de toute entreprise, sont les ressources humaines. Benjamin, qui était là, c'est qu'il y a, entre 2011 et 2013, j'ai donné des cours à l'École supérieure de journalisme de Lille pour le Master international de management des médias. Et je m'occupais justement de la question des ressources humaines. Il fait partie de la toute première promotion des gens qui... Aujourd'hui, maintenant, c'est payant. C'est 4 500, 5 000 euros par an. Maintenant, on paye. Avant, on ne payait pas. En relation avec
l'AUF à l'époque, la société à l'époque, l'Agence universitaire de la francophonie, avec Sciences Po Lille, etc. Donc, ils donnaient cette formation-là. Également, la question du management des médias doit être intégrée. Pas seulement pour les directeurs généraux ou pour les trucs, tout ça, mais à tous les niveaux. Pour qu'on ait cette conception de l'adéquation entre les charges et les moyens. Qu'on ait des objectifs. Il y a des chaînes aujourd'hui, si votre programme n'a pas de sponsoring, ne donne pas de l'argent à la chaîne, ça disparaît de la chaîne. En Europe, c'est comme ça que ça fonctionne. Chaque année, au mois de septembre, lorsqu'on fait les rentrées des trucs, tout ça, c'est ça. Il y en a qui disparaissent des grilles, etc. Si vous êtes un producteur indépendant, si vous on peut vous donner pour une émission 1 million d'euros pour une émission, comme Champs-Élysées, etc. Mais si on vous donne 1 million d'euros, ça veut dire que vous ramenez à la chaîne 2 ou 3 millions d'euros. Également, donc, sur cette question des ressources humaines, ça englobe absolument tout. Et en 5e point très distinct, ce sont les statuts, c'est la sécurité, les conditions de travail, tout ce que vous avez dit, la santé qui touche ça, il faut le mettre dans ce chapitre-là. Mais quand on a des ressources humaines, elles sont déjà formées peut-être avant, mais même si elles sont formées, il faut que la formation continue. C'est ce qu'on appelait à l'époque du CIRTEF la formation qui débouche sur la production. Donc, il faut cette formation, renforcement des capacités de la manière la plus ouverte possible, en intégrant tous les curricula possibles et imaginables. Il y a des spécialistes là, le Dr Mamadou Ndiaye est là, d'autres sont là, Ibrahima, il y a des gens qui ont cette compétence-là, il y a des gens sans avoir d'école, etc., qui peuvent être, comme on dit, des experts qui sont dans ces écoles-là. Je pense qu'il faut faire un inventaire de tout ce potentiel de gens, aussi bien des seniors que d'autres, parce qu'il y a également des seniors qui sont trucs, c'est vrai, mais qui sont des seniors qui sont beaucoup plus modernes que les gens. Moi, en termes de technologie, en termes d'intelligence artificielle, je défie quiconque ici de savoir plus, même si je suis à la retraite. Donc, et il y a d'ailleurs un séminaire, un forum qui va se tenir au mois de mars à Yaoundé, à l'initiative de l'Union africaine de radiodiffusion, qui porte sur l'intelligence artificielle en relation avec l'UNESCO. Il y a plus de 1000 participants qui sont attendus de partout dans le monde et ce sera une grande première aujourd'hui en Afrique. Donc, sur cette question-là, c'est ça. Et ça me ramène au point 7, qui sont les enjeux technologiques, la digitalisation, l'intelligence artificielle. Il faut que dès maintenant, on intègre ces éléments-là. Parce que quand vous faites tout ça, vous embêtez votre employeur, il vous dit, écoutez, je fais appel à l'intelligence artificielle, je n'ai plus besoin de qui que ce soit pour présenter. Je prends des trucs virtuels. De la même manière qu'on fait des écoles virtuelles, on peut avoir des présentateurs virtuels. Qu'on habille des bonhommes que l'on crée de toutes pièces, etc. Je ne voudrais pas vous dire comment ça s'est passé pour l'histoire de la clé de truc, mais si vous savez comment, comment dire, au Conseil constitutionnel, la clé des gens de PASTEF, de tout ça, si on vous dit que c'est une clé qui a été formatée à l'intelligence artificielle, si le dit, moi je le sais. Parce que quand vous rentrez une clé, vous dites non, vous n'avez pas le droit de faire, vous n'avez pas le droit de tout ça, et que vous ne pouvez pas copier, à la fin vous le mettez, la clé parle et montre tout ce truc-là. Mais attendez, il y a des choses que l'intelligence artificielle aujourd'hui permet. 8e point, tout ce qui touche aux mesures d'audience, à la recherche, etc. On ne met pas tellement l'accent sur ces choses-là. On attend que ce soit les organisations internationales qui viennent, qui font leurs mesures d'audience. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je suis arrivé à TV5 il y a 30 ans, on a fait, ils avaient donné une commande à une société française, une dame, avec tout truc, qui sont allés faire une étude sur l'auditoire, sur 6 pays africains, y compris le Sénégal, etc. Donc moi, j'étais arrivé au mois où elle restituait. J'étais en juillet, elle restituait en décembre, elle dit oui, l'étude n'est pas fiable. On leur demande si vous avez un téléviseur, ils disent non. Vous avez un magnétoscope, à l'époque, magnétoscope, ils n'en ont pas. On vous demande, vous avez VH, non, ils n'ont pas ça. Et ils répondent aux questions en disant Champs-Élysées, Dimanche Martin, etc. Quelqu'un qui n'a pas vu, comment c'est pas possible? Je dis, madame, chez nous, on peut ne pas avoir de téléviseur, mais on peut aller chez le voisin. Regarder la télévision, on peut manger, on peut dormir chez le voisin. Quand vous n'avez pas l'approche et la conscience psychologique et sociologique qui vous permet d'intégrer ces éléments-là, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Donc, il faut que nous ayons nos propres outils de recherche. Et si vous le remarquez, chaque fois avant qu'il y ait des recherches ou des études dans ce pays-là, les grands groupes dits internationaux, ils font des trucs dans des billboards, ils font pas mal de choses, tout ça. Parce qu'à force de rester pendant 2 mois, vous voyez les trucs tout le temps, vous passez, etc., ça s'incruste dans votre mental. Quand on vous demande, en termes de notoriété, évidemment, vous les avez vus pendant 2-3 semaines, ou 1 mois, ou 2 mois, et bien vous les citez. Donc, c'est un véritable enjeu. Et le 9, et qui est le point crucial, c'est la question de la gouvernance économique. Et encore bravo pour la commission numéro 4. C'est ça qui est fondamental.
Tout ce que nous disons là, tout ça, si les entreprises ne sont pas viables, rien de ça ne se fera. Nul n'est tenu à l'impossible. Parce que les gens qui le font également prennent des risques. Je vous donne un seul exemple. Avant de revenir pour m'établir, j'ai demandé un agrément de l'APIX que j'ai obtenu. L'investissement que je devais faire sur 3 ans, je l'ai fait en 10 mois. En 10 mois, j'ai fait tout l'investissement plus 10%. Vous savez pourquoi? C'était pendant la période Covid, etc. Vous faites venir 2-3 conteneurs d'équipements, etc. Covid, tout est au ralenti. Les gens de la douane vous laissez arriver, tout ça, vous avez besoin des papiers, à les faire valider, etc. Pieds de grue à la pique, etc. pendant 1 mois, 2 mois. Et puis les douaniers vous disent, monsieur, si vous continuez comme ça, vos trucs sur-estarise, etc. vont être tels que vous ne pourrez plus sortir votre matériel parce que ça va atteindre des sommes énormes. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas vous les laisser sortir. Venez payer, c'est mieux, sortez votre matériel. C'est ça qui explique effectivement. Ayant un agrément, j'ai dû payer pour faire entrer tout ce matériel et toutes ces choses-là. Voilà les difficultés que les gens vivent. Aujourd'hui, quelles sont les organisations qui aujourd'hui ont le quitus fiscal? Parce que si tu ne payes pas le quitus fiscal, tu ne payes pas le SONOPS, tu ne payes pas la Sénélec, mais on te coupe. Si on coupe, s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'entreprise. Donc la question économique, elle est fondamentale. Également, de ce point de vue, et je pense qu'il faut que certaines commissions qui ont travaillé aillent beaucoup plus loin, notamment au niveau même des textes de l'architecture Ablaye. De la même manière qu'on dit qu'il faut plafonner la publicité, tout ça. Pas seulement la publicité commerciale, y compris la publicité publique et des établissements publics qui va au service public. Moi, je suis pour un financement garanti du service public, correct, qui soit indexé annuellement. Mais quand on sait aujourd'hui que la RTS qui revendique de prendre 65% de la publicité sur le marché, ça pose problème. Et ce sont des questions qu'il faut mettre à place. Il n'est pas possible d'avoir des entreprises viables dans ces conditions-là. Il faut qu'ils soient financés correctement, que ça passe par la loi de finances. S'il faut leur donner 20 milliards, tant mieux, 30 milliards, tant mieux. Et c'est pourquoi tout le temps j'appelle pour dire qu'il faut insister sur le 1% du budget national pour la communication et la culture. 1% c'est 70 milliards. Si on prend 70 milliards, on prend la moitié, 35 milliards sur le service public, 35 sur le service privé, on le fait au bout de 3 ans, on verra ce que deviendront les médias et ce que deviendront les industries culturelles dans ce pays. Voilà donc un peu le fonds d'appui également. Bon, pareil, vraiment, mais il y a des choses à la limite, mais ça frise le ridicule. 1 milliard, c'est quoi? Quand on prend nos immobilisations, etc., tout ça, c'est peanuts. C'est du qui, quoi? C'est le menu fretin. C'est du menu fretin, ouais. Donc, véritablement, ce sont ça véritablement les enjeux aujourd'hui. Il faut en être conscient. Il faut que ce secteur soit respecté. Il faut que les journalistes soient respectés. Quand j'étais à la retraite, c'était le combat que j'ai mené. Pour que partout, dans les ministères, partout, qu'on ne nous aide pas n'importe comment, qu'on nous considère comme vraiment un métier. Nous ne sommes pas des Kleenex. Et ça, c'est tous ensemble. Les employeurs, chacun d'entre vous, pas seulement les journalistes, les techniciens, les chauffeurs, toute la chaîne de production, pour que ce métier soit respecté, qu'on puisse jouer notre rôle d'accompagnement de tous les autres secteurs. Il n'y a pas un secteur plus transversal aujourd'hui que les médias. Et donc, il faut que nous le comprenions, que nous nous battions pour ça, pas pour nous, pour vous, les générations actuelles et les générations futures. Je vous remercie. Voilà. Bon, pour les Cissé, les Touré, les autres qui là, Agbi paraissait au rez-de-chaussée, quoi.